Bonjour chers abonnés. Alors, je vous prépare une capsule et dans cette capsule, je vais parler de la défaillance sécuritaire en République démocratique du Congo. Donc, les causes et responsabilités qui incombent à chaque institution et peut-être à nous comme population. Alors, comme vous le savez, depuis plus de 30 ans, la République démocratique du Congo vit dans une insécurité chronique, particulièrement à l'est du pays, de notre pays. Aujourd'hui, face à l'offensive, on va dire comme ça en général, particulièrement les fameux AFC M23, mais on sait très bien que c'est le Rwanda et quelques puissances internationales. Donc, pour ça, une question revient avec insistance au sein de la population. Donc, on se demande comment un pays aussi vaste, avec une armée, une police, des services de renseignement et des institutions, peut-il échouer à protéger son territoire et ses citoyens? Voilà la question. La population ne comprend plus rien. Elle voit l'ennemi avancer, des villes tomber, des civils fuir, des civils violés. Mais qui décide? Qui commande? Et qui doit rendre des comptes? Surtout rendre des comptes. Alors, cette capsule répond à une question centrale. Qui a le pouvoir de nommer et de révoquer les responsables sécuritaires en RDC? Et en quoi cela explique la défaillance actuelle face au Rwanda? Je vais essayer de répondre à ces quelques questions. Suivez-moi. Je sais que ce n'est pas facile, mais on va essayer. Et dans vos commentaires, chacun de vous pourra continuer à proposer d'autres points de vue. Et je respecte vos points de vue. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. On peut commencer déjà. Qui détient le pouvoir sécuritaire? Donc, comme vous le savez, dans notre pays, le pouvoir sécuritaire est fortement centralisé. Donc, en premier, c'est le président de la République. Donc, selon la Constitution, le président, on le sait très bien, il est le chef suprême de ses armées. Il est le responsable ultime de la sécurité nationale. Donc, concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que le président, c'est lui qui nomme et révoque les hauts responsables des FARDC, les hauts responsables des FARDC, les chefs du renseignement militaire des MIAP, l'administrateur général de l'ANR, les commandants ou les commandements de la police nationale congolaise, les chefs des unités stratégiques comme la garde républicaine. Ces nominations se font par ordonnance présidentielle. Mais il faut savoir aussi que les ministres et les chefs militaires, donc les ministres de la Défense, les chefs d'état-major général, les directeurs de services, ce sont eux qui osent et ce sont eux qui organisent, mais ne décident pas souverainement de grandes nominations. Donc, on peut bien dire, et c'est notre droit de le penser, sauf avis contraire, la responsabilité politique, surtout politique et institutionnelle finale reste au sommet de l'État. Mais qui est au sommet de l'État? C'est notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, deuxième partie, on peut aussi se demander pourquoi ce système produit toujours des échecs. Il faut savoir que la défaillance sécuritaire actuelle ne vient pas d'un seul facteur, mais d'un système dysfonctionnel.
il y a d'abord une centralisation excessive. Quand tout dépend d'un seul centre de décision, les décisions sont lentes, les ajustements sur le terrain sont difficiles, les erreurs stratégiques se répètent sans correction rapide. Des nominations sont souvent politiques. Dans notre pays, les nominations sont souvent politiques. Beaucoup de responsables sécuritaires sont nommés pour soit leur loyauté, pour des équilibres politiques, et ça tue le pays, ou pour des intérêts des réseaux. Comme vous le savez, même si ce fameux général, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est en résidence surveillée ou bien en prison, Boamunda, je ne sais pas si je prononce bien son nom, voilà, il a ses raisons. Le général, le chef d'état-major général actuel, lui aussi, il a ses raisons. Les fameux Chiwewe, il a ses raisons. Le Tango Fort, chacun a des raisons, ses propres raisons. Et donc, des propositions, des nominations, tout ça, au fait, sont les conséquences de ces réseaux. Il y en a qui sont dans les réseaux pro-rwandais depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui. Et cela continue. Et cela vraiment fait souffrir les Congos et les Congolais. Donc, il y a donc la compétence opérationnelle passe parfois au second plan à cause de ce que je viens de citer, loyauté, équilibre politique et des intérêts des raisons. En trois, il y a une absence de coordination réelle. Cela veut dire que les services censés travailler ensemble, donc les FARDC, les renseignements militaires, l'ANR, la police, fonctionnent souvent en silo clos. Donc avec peu de partage d'informations, avec des rivalités en interne, et ça c'est à tous les niveaux, et avec des doublons inefficaces. 4. Un ennemi mieux préparé, très bien préparé que nous. En face, donc, on a les fameux M23 qui bénéficient d'un soutien très fort extérieur. À l'occurrence, c'est les Rwandais, les Kabila, Joseph, et tout moderne, d'un système de renseignement très puissant et très avancé, et d'une chaîne de commandement très cohérente par rapport à notre chaîne de commandement de la République. Donc, on ne peut pas gagner une guerre moderne avec un appareil sécuritaire fragmenté, politisé et surtout mal coordonné. Il faut s'asseoir et tirer les conséquences. Alors, à qui incombe la responsabilité? Qu'on se le dise, il faut être clair. La responsabilité d'abord opérationnelle incombe au commandant sur le terrain. La responsabilité institutionnelle et politique, elle remonte en premier lieu au sommet de l'État, donc le chef de l'État, au système de nomination. C'est un système. Donc les chefs de l'État, ils ne nomment pas au hasard. Il y a un système mis en place. Celui-ci propose, celui-ci fait ceci, celui-ci fait cela. Voilà, c'est un système. Et à l'absence de mécanismes de contrôle efficaces. Donc, le Parlement contrôle très peu, où il n'a absolument rien à voir. La population n'est pas informée et les sanctions sont très rares, ou je peux dire les sanctions sont absentes. Comment expliquer qu'on peut arrêter des généraux et on les met en résidence surveillée dans des villas? Ils ne sont pas vraiment en prison. Voilà. Il y a la peine de mort. On ne peut pas les exécuter. On n'a pas la force.
Donc, conséquence. Donc, conséquence, quel est le résultat qu'on peut avoir? C'est l'échec n'a pas de visage clair. Donc, il se répète. Et il se répétera toujours. Je ne vais pas être très long. Je ne vais pas prendre vraiment votre temps. Je laisse à chacun de réfléchir librement. Mais que peut-on dire pour conclusion? Que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir d'abord que la défaillance sécuritaire en RDC, donc, si vous avez bien compris et vous m'avez bien suivi, elle est le produit des choix politiques. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un choix politique. Donc, elle est le produit institutionnel et organisationnel. Et vous savez qui l'institution, chaque institution, vous savez qui les dirige. Donc, on peut dire qu'il y a vraiment, à mon humble avis, 3 exigences essentielles. Donc, la première, c'est la transparence. Qui est nommé? Sur quels critères on nomme quelqu'un? Et avec quel résultat? Est-ce qu'on vérifie ces choses? Je ne pense pas. Et je doute. Vous aussi, je pense. Donc, deuxième chose, c'est les professionnalisations. Donc, ici, au fait, on nomme les gens par des faits de nomination purement politiques. Donc, les évaluations sont basées sur les compétences et les performances réelles. C'est ce qui devrait se faire, mais ça ne se fait pas. Donc, en termes de redevabilité, comme je vais bien le dire, excusez-moi, j'ai mal prononcé le terme. Donc, comme troisième point, en principe, on devrait avoir des auditions parlementaires, mais elles sont rares ou simplement elles sont absentes. On devrait avoir, sur base de tous ces échecs, des enquêtes indépendantes. Ça n'existe pas. On devrait avoir de vraies sanctions qui sont claires en cas d'échec grave. Dernier en date, la chute de la ville d'Ouvira. Je ne sais pas, moi je ne sais pas, peut-être vous le savez. Qu'est-ce qu'on a fait du général qui commandait ces opérations? Parce que sur le terrain, il est le responsable numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il est où? Qu'est-ce que le ministre de la Défense fait? Qu'est-ce que le chef d'État suprême, le président de la République fait? C'est silence total à tous les niveaux, où il y a des décisions qui se prennent, mais il n'y a pas de communication. Nous, les peuples, on ne connaît absolument rien. Donc, il faut savoir que protéger les territoires et la population n'est pas un slogan. On n'en a pas besoin vraiment. C'est une obligation de l'État. Protéger, je le répète, protéger les territoires et la population n'est pas un slogan. C'est une obligation de l'État. Donc, rien que pour ça, on peut dire que notre État est défaillant, totalement défaillant. Notre État est absent. L'État est absent. Il compte sur la diplomatie, il compte sur les États-Unis, il compte même sur la France. Il compte sur des nations qui, en coulisses, sont contre la République démocratique du Congo. Ils veulent changer même l'ordre constitutionnel de notre pays, qui, en coulisses, s'accapare de notre terre, de nos terres, s'accapare de nos minéraux, s'accapare de tout et veut donner tout ça
à un petit pays, par apparence c'est le Rwanda, mais derrière ce sont ces multinationales et ces grandes puissances. La population congolaise, à mon humble avis, a le droit de savoir qui décide. J'ai essayé d'expliquer qui décide, mais nous, on veut savoir qui décide. Qui échoue et qui doit répondre de ses échecs. Parce que sans la responsabilité, il n'y aura jamais, et alors jamais de sécurité durable en République démocratique du Congo, qu'on se le dise. Voilà ce que je voulais juste partager avec vous. Je vous remercie et à la prochaine capsule. Abonnez-vous à notre chaîne Toza Busy. Bonjour chers abonnés.